Des dictateurs sadiques, des tyrans démoniaques, des sorciers assoiffés de pouvoir, des sorcières des mers, des dieux des enfers. Même eux ont besoin d'amis, ou plus précisément des acolytes assoiffés. Aujourd'hui, nous allons classer les acolytes des méchants Disney du plus maléfique au plus diabolique. Cette liste concerne uniquement les acolytes. Notez qu'il peut y avoir des doublons avec notre classement principal des méchants. Nous débuterons, comme toujours, par les acolytes rachetés qui ont appris de leurs erreurs ou n'avaient pas de mauvaises intentions. Pour commencer, d'en haut, les méchants recevront leur juste récompense. Oh oui, tout s'enchaîne parfaitement dès le départ, car notre choix pour l'acolyte de méchant Disney le moins maléfique est sans aucun doute Kronk. Soyons honnêtes, qui ne s'y attendait pas? Kronk est sûrement l'un des personnages Disney les plus gentils, notamment parmi les antagonistes. Il est la raison principale dès le départ. L'empereur Kuzco a survécu au premier acte du film car il n'a pas suivi complètement le plan d'Yzma et l'a laissé s'échapper. J'espère que ça ne se retournera pas contre moi. Il a un bon cœur, et chaque fois qu'il ne suit pas les ordres d'Yzma, il prouve qu'il est quelqu'un de serviable et vraiment compatissant. C'est encore plus mis en avant dans la suite, Kuzco 2, King Kronk. Ici, on découvre encore plus de facettes de Kronk, que ce soit comme chef scout attentionné ou comme ami généreux des personnes âgées. Il va même jusqu'à donner une seconde chance à Yzma lorsqu'elle le trompe en lui faisant croire qu'elle allait changer. Pour être tout à fait honnête, Kronk a commis quelques grosses erreurs. Mais c'est aussi celui qui a fait le plus de bien parmi tous les personnages de notre liste, alors on lui donne un grand coup de chapeau. Aux côtés de la médaille d'or du bien, en deuxième position très proche, on retrouve Goob de Bienvenue chez les Robinson. Un Michael Yagubian. Cette histoire rappelle l'importance d'être un colocataire attentionné. Si vous gardez vos amis éveillés trop souvent, vous risquez de ruiner leur vie sans le vouloir. Vous leur ferez perdre un match de baseball et ils décideront alors de consacrer leur vie à ruiner la vôtre. Ça arrive, peu m'importe. Je veux juste ruiner ta vie. Goob était victime des circonstances, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. C'est un acolyte, tout comme l'homme au chapeau melon et l'acolyte du chapeau melon lui-même, alias Doris. Après que Doris ait réussi à prendre le contrôle du monde en manipulant Goob, ce dernier est absolument horrifié. Cela montre qu'il ne voulait faire de mal à personne, juste rabaisser Louis pour se venger. Après la victoire de Lewis sur Doris, les Robinson invitent Goob dans leur famille. Il refuse, exprimant remords et tristesse sincère. Heureusement, comme Kronk, il a eu une fin heureuse quand Lewis voyage dans le temps pour qu'il se réveille à temps et gagne le match de baseball. Il l'a sauvé d'une vie de douleur et de misère. Tant que Goob évite les chapeaux melons, il se contentera très bien de la 3e place. Nous avons ensuite Jumba et Plickly de Lilo et Stitch. Vraiment, on peut dire que tous les antagonistes de Lilo et Stitch sont à la fois acolytes et pas vraiment méchants. Les plus notables sont le duo chargé d'exterminer Stitch sur Terre, Jumba, son créateur, et Plickly, ancien spécialiste de la Terre pour la Fédération Galactique. En mettant de côté le fait que ces deux-là faisaient simplement leur travail, toutes leurs tendances destructrices et leur nature trop zélée sont compensées. Au final, lorsqu'ils décident d'aider à sauver Stitch et Lilo, ils se montrent très persuasifs, réalisant que Stitch s'était non seulement réformé, mais qu'il l'avait fait au point de se faire un ami. 2 autres amis rejoignent le groupe. Un gars sympa qui se déguise en Père Noël à Noël ne doit pas être si mauvais. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Voici Iago d'Aladin. On ne penserait pas que notre perroquet rouge doublé par Gilbert Gottfried soit l'un des antagonistes Disney les plus rusés, ni qu'il ait un arc de rédemption caché. Vous voyez? Tu n'es rien sans moi, quoi. Dans la suite, le retour de Jafar sorti directement en DVD, Iago devient en fait le personnage principal, ou du moins celui avec l'arc le plus développé. Bon, avant tout, on ne va pas ignorer tout ce que Iago a fait dans les 2 films. Dans le premier, il a largement contribué au plan de Jafar. Excellent travail, Iago. Il ne s'opposait qu'au plan menaçant ses intérêts. Cet égoïsme apparaît aussi dans le 2e film, où il reste aussi méchant. Il s'associe à Aladdin juste pour le tromper et obtenir une vie aisée au palais, puis le trahit par crainte de Jafar. C'est plutôt mauvais. Mais après avoir vu à quel point Aladdin et Jasmine sont prêts à croire en lui malgré ses erreurs, il ressent un véritable remords. Sans aucune excuse exagérée. Iago se retourne encore contre Jafar pour libérer les amis d'Aladin de leur chaîne, qui peuvent alors poursuivre Jafar sur le tapis magique. Même après qu'Aladin ait dit à Iago qu'il avait assez fait et tout pardonné, Iago intervient encore à la dernière seconde pour affronter Jafar. Et finalement, il fait tomber sa lampe dans la lave, s'assurant ainsi qu'il soit, espérons-le, parti pour de bon. Iago reste sarcastique, bruyant et même un peu méchant, mais il a retenu une leçon qui dépasse tout cela. C'est un bon ami. D'accord, il profite un peu des autres, mais cette fois, il l'a mérité. Pour conclure cette première partie, évoquons Anastasie, une des belles-sœurs de Cendrillon. Comme Lady Tremaine et Drizella, elle a maltraité Cendrillon durant tout le premier film, verbalement ou parfois physiquement. Heureusement, elle partage un point commun avec un autre méchant de Disney, Iago. Et non, je ne parle pas du Cendrillon 4, où Gilbert Godfrey la double. En fait, je parle du fait que ces 2 personnages ont tous les 2 eu des arcs de rédemption sortis directement en DVD.
Anastasie apprend à respecter et à prendre soin de Cendrillon après que cette dernière décide de l'aider à se mettre en couple avec l'homme dont elle était tombée amoureuse. Bien sûr, il lui a fallu du temps pour découvrir à quel point sa famille était vraiment horrible. Mais parfois, les gens peuvent être aveugles à ce genre de choses. Ce qui compte, c'est qu'Anastasie a réussi à dépasser son éducation et à devenir une personne plutôt correcte, tout bien considéré. Et cela suffit à la sortir du territoire neutre. C'est la zone grise. Tout d'abord, nous avons Wiggins de Pocahontas, que je recommande vivement. C'est le bras droit du gouverneur Radcliffe et pour une raison inexplicable, il adore ce type. Moi, je l'aime bien. Ainsi, il n'a jamais de scrupule à suivre les ordres mesquins de son patron, ni à aider la bande à préparer une attaque totale contre les peuples autochtones. Cependant, Wiggins n'est pas foncièrement malveillant. Il obéit à son patron et est sincèrement déçu quand son patron est arrêté, montrant qu'il avait ses limites. Trigger et Nutty, duo secondaire, sont peut-être des vautours, mais ne cherchent pas vraiment à tuer qui que ce soit ou ce genre de choses. En fait, ces deux-là semblent être loyaux envers quiconque porte la couronne, ce qui fait d'eux la définition même de ceux qui se contentent de suivre les ordres. Comme Wiggins, ces ordres peuvent venir de mauvaises personnes comme le prince Jean, mais ce n'est pas à Trigger et Nutty de juger. Ce sont de simples sbires qui font leur travail et restent loyaux envers le roi Richard. Fonder sa morale sur celle de son employeur fait de vous une masse d'argile, pas un héros ou un méchant. On ne peut donc ni les classer plus haut ni plus bas. Ensuite, il y a Bill l'Aigre de les mondes de Ralph. Fait intéressant et il figure surtout car il est techniquement vu comme un acolyte de méchant. Il n'a aucun problème à suivre les ordres sournois du roi Candy, même s'il ne semble même pas vraiment l'apprécier. Ce qui, honnêtement, rend sa moralité encore plus difficile à cerner. Il fait des choses mauvaises, c'est vrai, mais il ne le fait pas vraiment par motivation sournoise ou quoi que ce soit. Même après la défaite du roi, il ne semble ni plus heureux, ni plus déprimé. Ce qui suggère qu'il est plus un PNJ grincheux qu'un sbire sournois. Je ne vais pas refaire la même erreur avec toi. Le chasseur de Blanche-Neige et les 7 nains arrivent ensuite. Mère Gothel serait fière de la reine d'avoir une telle jalousie envers sa fille qu'elle enverrait volontairement un assassin pour l'éliminer. Heureusement, malgré un accès étonnamment facile au cœur d'un cochon, le chasseur s'est révélé être un type plutôt cool. C'est quand même louche qu'il ait accepté de la traquer au départ. Même si c'est le minimum, il a choisi de prévenir Blanche-Neige de sa belle-mère jalouse plutôt que d'aller jusqu'au bout. Ensuite, il y a le personnage le plus neutre, le miroir magique de Blanche-Neige. On pose une question honnête, il répond honnêtement. Où est le problème? Quel est le péché ici? C'est vrai que c'est étrange que le miroir choisisse comme plus belle une adolescente prise au hasard dans la forêt. Ce type est peut-être un peu bizarre, mais il est honnête. Vous devriez donc être ravi qu'il soit dans ce film et non dans Shrek. Johanna des aventures de Bernard et Bianca en Australie, bien que terrifiante, est simplement une victime. C'est l'animal de compagnie d'un propriétaire cruel. Sans dialogue anthropomorphique de sa part, ses motivations restent floues, même si certains éléments sont connus. Elle aime les œufs et joue avec la tête de McLeach pour en manger. Elle aime aussi chasser les petits animaux que son propriétaire lui laisse poursuivre. Elle est plutôt impitoyable, mais elle reste, un animal. Elle ne cherche pas à conquérir le monde ni à être cruelle, elle veut seulement manger et éviter les mauvais traitements de McLeach. Elle a passé plus de temps que souhaité avec lui, mais au moins elle n'est pas morte avec lui. Espérons que Johanna va bien. Johanna, si tu es là, dis-le nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pour finir, notre dernier acolyte moralement discutable est Mouche de Peter Pan, le bras droit de Crochet, que nous considérons aussi comme l'un des méchants Disney les moins maléfiques. Que vous croyez ou non au statut de garçon perdu de Crochet, il entretient une excellente relation avec son acolyte. Mouche, pour un pirate, est étonnamment amical et même poli. Il protège Crochet des crocodiles et pieuvres. Mais il fait peu d'autres, à part suivre ses ordres, qui, il faut l'admettre, incluent quand même traquer des enfants, avec l'intention de les tuer, il exécute simplement les ordres. C'est le pays imaginaire, donc la morale ici est très différente de celle d'ailleurs. Mouche a juste assez de liberté pour ne pas être classé parmi les bons ou les méchants. Il semble surtout là pour empêcher son patron de dérailler. Dommage que d'autres méchants n'aient pas la même chance. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ces sbires sont du côté des méchants, voire carrément maléfiques, rejoignant directement les vrais méchants. Nous avons Hayabusa de Mulan. Même l'un des méchants Disney les plus irrécupérables, Shan Yu, ne peut s'empêcher d'avoir un faible pour son animal de compagnie, son faucon. Hayabusa est un espion qui prévient les des failles dans les défenses chinoises, leur offrant des occasions d'attaque. Comme Johanna, c'est un animal dressé pour cette tâche. On ne peut pas vraiment le qualifier de monstre pour ça, même s'il prend du plaisir aux actes de son maître. Après tout, comment un oiseau agirait-il avec un propriétaire comme Shan Yu?
Ensuite, il y a Drizella de Cendrillon. Drizella, contrairement à l'autre affreuse demi-sœur, n'a jamais eu d'arc de rédemption pour dépasser la haine de sa mère. Une fois que Cendrillon quitte la maison, Drizella se retourne contre Anastasie pour suivre sa cruauté habituelle, ce qui pousse Anastasie à développer une conscience, et finalement à Drizella d'être réduite à travailler comme servante dans la maison de Cendrillon. Bien qu'il soit l'un des méchants les plus polis de la liste, Lawrence occupe tout de même une place assez basse dans sa défense. Ce type a été malmené toute sa vie, de sa famille à son patron, en passant par sa femme inexistante. Toutes les personnes avec qui il a été impliqué l'ont essentiellement utilisé comme un simple moyen d'arriver à leur fin. Et comme c'est souvent le cas, cela a conduit Lawrence à vouloir inverser les rôles, passant de celui qui se fait malmener à celui qui malmène les autres. Cela fait de lui une cible facile pour le docteur Fazilier, ce qui le pousse à accepter rapidement un marché avec lui. Et il est plus qu'enclin à essayer d'usurper Nave en trompant Charlotte pour qu'elle l'épouse. Je t'épouserai sans aucun doute. On peut compatir avec un gars qui veut simplement une vie meilleure pour lui-même. Mais le problème avec Lawrence, c'est qu'il aurait très bien pu essayer de trouver un autre travail. Au lieu de ça, il a été assez sournois pour tricher afin d'entrer dans la royauté, peu importe sur qui il devait marcher pour y arriver. Donc, ce n'est pas vraiment un pur méchant, mais plutôt un homme qui a simplement été poussé au-delà de ses limites. Il aurait dû canaliser sa frustration de façon plus saine. Flotsam et Jetsam, duo presque muet dans le remake, se distinguent par leurs actions. Ils n'hésitent jamais à suivre les ordres d'Ursula. Qu'il s'agisse d'espionner Ariel ou de faire chavirer le bateau, elle irait jusqu'à noyer le prince Eric. Rien ne limite les méfaits que ces deux-là peuvent commettre. Ce qui les empêche d'être plus bas dans notre classement, c'est qu'ils sont deux des sbires les moins intelligents. En réalité, Ursula semble presque être une mère pour le duo et elle est très affectée en tuant ses bébés. Cependant, cela ne rend pas Flotsam et Jetsam innocents. Cela ajouterait une dimension à leur méchanceté, car ils suivraient simplement les ordres de la femme qui a pris soin d'eux toute leur vie. Dans le même ordre d'idées, Diablo tombe aussi dans la catégorie des animaux de compagnie dévoués. Mais étant à la fois un animal de compagnie et un familier pour Maléfique, nous devons porter un jugement un peu plus sévère sur Diablo. Il est plus intelligent que l'acolyte animal habituel, et le seul sbire de Maléfique à avoir compris qu'Aurore ne serait plus un bébé après 16 ans. Si nous avions une médaille du mérite, elle irait à Diablo. Mais ici, ce n'est qu'une mauvaise note, reflet de sa volonté de traquer et enlever une adolescente pour apaiser la rancune de sa maîtresse. Évoquons maintenant deux des animaux de compagnie les plus cruels chez Disney. Roscoe et Desotto dans Oliver et compagnie. Souvent, les animaux de compagnie des méchants Disney sont soit intelligents, comme Iago, soit très bestiaux, comme Johanna. Roscoe et Desotto relèvent un peu des deux. Ils servent de chiens de garde à Sykes, intimidant ses débiteurs et leurs animaux. Cela peut paraître anodin, mais ces chiens sont l'équivalent animal des usuriers. Même si nous hésitons à les qualifier de maléfiques, ils ne sont pas de bons chiens non plus. C'est l'heure de la fête. Cela dit, ce sont quand même des chiens, ce qui veut dire qu'ils doivent obéir à leur maître pour avoir leur prochain repas. Et mauvais ou pas, ils ne méritaient pas non plus de finir comme ça. Les vieux films Disney étaient sombres, avec des sbires classiques, Monsieur Snoops des aventures de Bernard et Bianca Ram vers la prochaine place. Son sort est peut-être plus ambigu que celui de son patron, mais cela ne justifie pas que Snoops échappe aux conséquences de ses crimes. Même s'il n'était pas le grand patron qu'il pensait être, il voulait vraiment être vu comme un adversaire intimidant et il était tout à fait prêt à kidnapper et à faire chanter un enfant pour obtenir ce précieux magot. En plus de ça, il est plus posé que son patron. Il se soucie moins des supposés pouvoirs surnaturels de l'œil du diable que du prix auquel il pourrait le revendre sur eBay. Bref, ça lui rapporterait gros. Il est l'un des acolytes les plus cupides, prêt à voler le joyau à Madame Médusa dès qu'elle montre qu'elle peut se retourner contre lui. Et être plus préoccupé par l'argent que par sa propre vie, c'est la voie toute tracée vers la cupidité. Personne n'est aussi mauvais que Gaston, personne n'est aussi cool que Gaston, et personne n'est aussi fou de Gaston que le fou. Premièrement, la luxure. Oui, c'est surtout une blague, mais franchement, le fou n'est même pas payé pour traîner avec Gaston. Comme la plupart des acolytes de méchants, il aime vraiment beaucoup Gaston, et cette affection pour lui l'empêche totalement de remettre en question ses actes maléfiques. Que ce soit faire enfermer Maurice à tort dans un asile, ou tenter de tuer la bête et tous ses serviteurs transformés, le fou était prêt à tout pour Gaston, peu importe à quel point il se faisait malmener. Oublie Belle, voilà le vrai syndrome de Stockholm. C'est central dans le film, avec des acolytes minuscules qui s'enchaînent. Le prochain, c'est Creeper de Taram et le chaudron magique. Creeper ne fait peut-être pas exploser les maisons des gens, du moins pas à l'écran. Il compense en étant le gobelin qui sert de bras droit au roi cornu, devenant ainsi l'assistant du méchant le plus maléfique de Disney. Amenez le prisonnier. Creeper est principalement motivé par la peur de son maître et fera absolument tout pour s'assurer de subir le moins possible ses mauvais traitements. Cela inclut tout: torture, interrogatoire, meurtre, tentative de meurtre, enlèvement, etc. On ne peut lui reprocher d'être terrifié par le roi cornu
au point d'être soulagé à sa mort. Le fait qu'il soit prêt à servir une entité aussi démoniaque, apparemment uniquement pour sauver sa propre peau, fait de lui l'un des acolytes de méchants les plus méprisables. La seule chose qu'il pourrait faire pour tomber encore plus bas serait de ramper par terre. Comme un certain autre conseiller royal des classiques Disney, Sir Heese utilise sa position à son avantage autant que possible. Avec le pouvoir d'hypnotiser les autres et la capacité d'aider le prince Jean à élaborer ses plans, il représente une véritable menace pour la sécurité du royaume, et plus précisément pour leur portefeuille. Comme Creeper, il subit beaucoup de mauvais traitements de la part de son patron, mais contrairement à Creeper, il semble nettement moins terrifié par lui, allant même jusqu'à se montrer condescendant à l'occasion. Bien sûr, vous allez vous faire voler. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore plus bas, c'est simplement parce qu'il a tout de même certaines limites à sa dépravation. Plus encore que le prince Jean, comme on l'a vu lorsqu'il a été horrifié à l'idée de faire exécuter frère Tuck juste pour capturer Robin des Bois. Pourtant, il existe des actes bien pires pour de l'argent. Demandez à Walter, Jesse et Doug de Zootopie. Ces noms vous évoquent sûrement des fabricants de drogue dangereux. Et c'est parce qu'ils portent le nom du trio principal emblématique de Breaking Bad, Walter, Jesse et le personnage préféré de tout le monde dans Breaking Bad, Doug. Comme le principal méchant du film, ces trois-là sont des moutons qui cuisinent volontairement la nuit. Un sérum à l'air à appliquer sur les prédateurs pour les rendre violents. Avoir une idée aussi dépravée est déjà très grave. Pense à la une, mettre en danger d'innombrables vies juste pour devenir un peu plus raciste. Mais ces trois-là étaient tôt prêts à suivre le plan et à se salir les mains dans le processus, ce qui les rend sans doute encore plus coupables. Ensuite, nous avons Fidget, du film Basil, détective privé. Accepter de fréquenter quelqu'un d'aussi tordu et psychotique que Radigan est déjà très suspect. Et être prêt à kidnapper des enfants, à participer à des actes de crimes politiques et de terrorisme de masse ne fait qu'empirer son cas. Fidget est une chauve-souris handicapée, mais cela ne l'empêche pas de commettre des actes odieux pour son patron. De plus, on ignore ses raisons de travailler pour Radigan. Étant donné que Radigan a failli le tuer au moins une fois et l'a réellement tué à une autre occasion, je doute fortement que la loyauté ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Tout juste hors des 5 derniers, il y a Lucifer de Cendrillon. Cela peut paraître étrange de mettre un chat derrière tant d'autres méchants, surtout vu la gravité de leurs crimes. De plus, en plus d'avoir un casier judiciaire nettement plus court, Lucifer ici a l'excuse d'être simplement un animal. Même s'il est un chat très intelligent, il reste juste un chat fidèle à son maître. Alors pourquoi est-il classé aussi bas? Un mot, la haine, pure et sans retenue. Quand Lucifer ne se prélasse pas en vivant au crochet de son maître, il mériterait une médaille du centre de la paresse pour ça, il poursuit les souris dans toute la maison et se délecte de leur terreur. Il fait la même chose avec Cendrillon, salissant les sols qu'elle vient de nettoyer et faisant tout ce qu'il peut pour rendre sa journée encore plus pénible. L'éducation de Lady Tremaine doit y être pour quelque chose. J'espère que Lucifer profite de cette indulgence car les 5 derniers n'en auront pas autant. Même si ces deux-là sont loin d'être les sbires les plus compétents, Pen et Panic ont commis suffisamment d'actes cruels pour mériter leur place parmi nos 5 derniers. Être un serviteur de haut rang des enfers suffit déjà à te classer parmi les plus méchants. Ces deux-là ne réussissent pas toujours, mais ils ont toujours l'intention de satisfaire les caprices d'Hadès. Reportage pour Gilly. Qu'il s'agisse d'espionner, de terroriser ou de commettre des actes diaboliques, comme enlever un bébé mortel et tenter de le tuer, ces deux-là feraient tout pour leur maître, c'est littéralement Hadès, le dieu des enfers. Cela nous fait voir leurs crimes sous un angle un peu moins impardonnable, puisque nous ne savons vraiment pas ce qu'ils feraient s'ils n'étaient pas sous la menace constante d'un tourment éternel. Et ils semblaient soulagés lorsqu'ils ont réalisé qu'Hadès pourrait ne pas sortir du fleuve Styx. Mais qu'ils agissent par peur ou non, ils sont prêts à tuer des bébés si cela signifie sauver leur propre peau. Donc je dis que les placer aussi haut, c'est déjà plutôt gentil. En 4e position, nous avons les frères Stabbington de Réponse. Être trahi par un ancien ami et collègue, ça doit vraiment faire mal. On pourrait croire que ces deux-là font partie des sbires les plus sympathiques, mais il faut aussi considérer jusqu'où ils sont allés pour se venger de Flynn. Leur motivation, l'argent et la méchanceté leur vaut la médaille du centre de la colère et les poussent à des crimes graves comme l'enlèvement, le harcèlement et la tentative de meurtre. Non seulement ils étaient totalement d'accord avec l'idée d'enlever une adolescente, mais ils étaient prêts à l'utiliser essentiellement comme une sorte de distributeur de jouvence, ce qui revient en gros à une manière moins ouvertement répugnante de la prostituer. Trahi ou non, ce genre de méchanceté n'est réservé qu'aux esprits vraiment tordus. Nos ex-médaillés d'or du mal, les hyènes, sont maintenant relégués à la médaille de bronze. Mais vu le nombre de méchants dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est quand même un sacré exploit. Ils ne sont peut-être pas les plus malins, mais ne vous y trompez pas si vous entrez sur le territoire des hyènes. Vous êtes de la viande fraîche. En ce qui les concerne, ces types ne se soucient pas de l'espèce, de l'âge, du genre, etc. Si vous respirez, vous êtes leur repas. Et on a commandé ce dîner à emporter? Apparemment, même les leurs ne sont pas à l'abri de ça non plus. Cette série de comics sur Scar montre qu'ils mangent parfois un des leurs si nécessaire.
avec une désinvolture étrange, ce qui leur vaut la médaille de la gourmandise cendrée. Aussi terrible que cela soit, il faut se rappeler qu'ils ne sont que des animaux qui essaient de survivre, ce qui explique pourquoi ils acceptent volontiers l'aide de Scar pour usurper le trône de Mufasa, et explique aussi pourquoi Scar est devenu leur prochain repas, après qu'il ait renié leur amitié en leur faisant porter la responsabilité de tout le carnage. Ils sont peut-être méchants, mais même eux connaissent l'importance de l'amitié. Notre deuxième place revient aux derniers personnages humains de notre liste, Horace et Jasper des Santins dalmatiens. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par Wicked Binge, abonnement à la chaîne. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et obtenir des émojis réservés aux membres ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Comme de nombreux méchants et sbires, Horace et Jasper ne pensent tant qu'à l'argent. Mais ces deux-là appartiennent à cette catégorie spéciale de cupidité, celle qui fait passer des personnages comme Monsieur Krabs pour de véritables saints. En comparaison, ils sont prêts à faire n'importe quelle chose vraiment dépravée pour gagner de l'argent rapidement. Comme enlever des centaines de chiots, les écorcher puis planifier leur mise à mort. Je les assomme, tu les écorches. D'autres exemples? Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, mais en as-tu besoin? Ils tuent des chiots, écorchent des animaux de compagnie, mangent-les... Bon, j'arrête là. Tu vois l'idée? Ces deux-là sont de vrais sociopathes sans limite pour gagner de l'argent. Contrairement à Peur et Panique ou les hyènes. Ils ne le font pas par nécessité, ils le font par pur égoïsme et par pure dépravation. Ce qui fait d'eux ce qu'il y a de plus proche du mal absolu qu'on puisse trouver dans un film Disney, ou du moins aussi proche qu'un humain puisse l'être. Nous décernons notre médaille d'or du mal aux amis du docteur Facilier de l'autre côté. Le docteur Facilier n'est pas né avec sa magie vaudou unique. Il a dû l'emprunter à des amis de l'autre côté, il a des amis de l'autre côté. En d'autres termes, d'accord, ce sont essentiellement des démons vaudous venus de l'enfer, qui sont aussi des usuriers. Ils se moquent complètement des horreurs que Facilier peut commettre, tant qu'il peut finalement les rembourser. Mais même s'il est complètement fauché, ils auront leur paix de toute façon. Comme le montre son destin à la fin, Facilier est littéralement traîné dans les entrailles de l'enfer, hurlant pour sauver sa vie. Ce qui montre que ses amis ont vu l'incroyable dette que Facilier leur devait et l'ont jugée équivalente à l'opportunité de le tourmenter pour l'éternité. Ces types incarnent la terreur, l'égoïsme et le sadisme. Et même si cela paraît controversé, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été les amis de Facilier. Mais que vous soyez d'accord ou non, ces démons, de l'autre côté, ont mérité leur place de l'autre côté de notre classement en tant que plus méchants acolytes de l'histoire de Disney.